La fameuse nature humaine. Un mantra mystique qui se répète encore et encore chaque jour qui passe. Et depuis combien de temps? Difficile de le savoir, mais à n'en pas douter, il a sûrement été utilisé autrefois pour justifier le système féodal, déclarant que le capitalisme et la démocratie bourgeoise étaient contre cette fameuse nature. Nous allons donc nous intéresser à cet argument, et pour être honnête avec vous, je ne sais pas par quoi commencer. Cette notion est tellement hors sol, une espèce de pirouette rhétorique sans substance, qu'il est difficile de l'aborder. J'imagine qu'il faudrait commencer par ce qu'entendent les gens qui l'utilisent lorsque les mots sacrés nature humaine passent leurs lèvres. J'ai cru comprendre, avec un peu de temps, qu'il y avait majoritairement deux utilisations. La première signifierait vaguement « l'homme est un loup pour l'homme », une idée simpliste et préconçue qui souvent ne se repose sur rien ou sur une interprétation personnelle de sa propre vie, sautant à des conclusions étranges sans recul. La deuxième, déjà un peu plus réfléchie, même si toujours pas du front, serait que c'est le capitalisme qui fait partie de la nature humaine. D'après eux, on a pratiqué le capitalisme depuis la nuit des temps. Et c'est comme ça, point final. Je propose qu'on s'attarde premièrement sur le second, gardons le plus répandu pour la fin. Les gens qui avancent cette idée font d'après moi deux grosses erreurs. En réalité trois, mais je présenterai la dernière dans la seconde interprétation du mantra. L'erreur numéro 1, c'est de donner un sens au terme capitalisme si vague qu'appliqué à un autre domaine ferait passer un poulet déplumé pour un humain, parce qu'il s'agirait d'un bipède sans cornes et sans plumes. Si on écoutait les gens qui tenaient ce genre de propos, on considérerait que le capitalisme est le fait d'échanger une possession contre une autre. Le troc serait alors l'invention, la première apparition du monde dans lequel nous vivons à présent. Ainsi, lorsque vous étiez très jeune enfant et que vous avez échangé un jouet contre un autre avec le bambard d'à côté, vous étiez un capitaliste égoïste et sans vergogne. Pas besoin de lire Adam Smith ou Le Capital pour comprendre ça. C'est simple et bien pratique. Mais les marxistes préfèrent une autre définition, plus précise et plus rigoureuse du capitalisme. De quoi faire la différence entre un homme et le fameux poulet nu. Pour nous, le capitalisme est un mode de production, c'est-à-dire une manière d'organiser la société et ses moyens de production. Sous le capitalisme, les moyens de production, les outils pour ainsi dire, comprenant l'entreprise et tout ce qu'elle contient à l'exception des travailleurs eux-mêmes, sont la propriété d'un ou plusieurs individus, c'est les bourgeois, définis donc par ce qu'ils possèdent. Cette possession leur donne un pouvoir total sur la société, car ceux qui ne sont pas bourgeois, les prolétaires, ceux qui ne possèdent pas les moyens de production, ne peuvent pour survivre que se mettre au service de cette bourgeoisie. De ce mode de production-là dépend toute organisation de la société et la dynamique des forces qui la constituent. Voilà donc une définition un peu plus sérieuse, et qui étrangement ne fait pas du troc du capitalisme, qui ne fait pas du capitalisme une simple action, quand bien même cela nous faciliterait la vie pour comprendre le monde. Ce serait une compréhension faussée. L'erreur numéro 2, elle descend directement de la numéro 1. Leur définition risible du capitalisme leur permet de déclarer que l'homme depuis son apparition est un être capitaliste, car il a toujours échangé avec ses compères des cailloux contre des fruits. C'est déjà historiquement discutable, mais passons. Je ne connais pas assez les sociétés préhistoriques pour valider ou invalider ce propos. Je serais ravi que certains dans les commentaires nous en disent plus sur la question. Or, si on applique une autre définition du capitalisme, celle marxiste par exemple, toute cette logique s'effondre. L'homme a vécu la grande majorité de son existence dans des sociétés primitives sans mode de production, et depuis qu'il a appris à influer véritablement son environnement, a changé à plusieurs reprises de mode de production, avec le capitalisme étant terriblement récent sur cette frise. Encore plus si l'on prend aussi en compte ces fameuses sociétés préhistoriques. Comment expliquer que le capitalisme soit dans la nature humaine si celui-ci a mis tant de temps pour y arriver, et qu'une fois en plein, celui-ci serait aussi rapidement remis en question par ces mêmes hommes? La réponse est simple. Il n'y a pas d'explication à cette histoire de nature capitaliste de l'homme, car elle est complètement invalide à tous les niveaux. Passons maintenant à l'autre cas, bien plus répandu, et bien souvent par mimétisme, sans y donner plus de réflexion que cela. Pour ces gens-là, la nature humaine est un blob amorphe. Impossible à définir, mais toujours bien pratique à ressortir lorsqu'on veut avoir raison sans sortir de sa vision préconçue du monde. La nature humaine, ce serait, interchangeablement, d'après eux, de vouloir toujours plus, de rechercher le mal en blessant son voisin, d'avoir besoin de dirigeants forts à la poigne de fer, l'enfer c'est les autres, et que nous serions tous terriblement stupides. On pourrait s'interroger sur l'étrange relation de cette définition avec les arguments en faveur du fascisme. Mais c'est une autre histoire.
Cette définition se base sur du vent. Le schéma de pensée qui mène à une telle conclusion est un enchaînement de raccourcis, de visions en tunnel et d'illogisme total. Avoir ce genre de propos, c'est en clair penser qu'il y a des harcèlements dans le milieu scolaire parce que c'est naturel. C'est penser que si on vit aujourd'hui sous le capitalisme, c'est parce que c'est naturellement en accord avec notre nature. Que nous avons tous en nous qu'une seule envie, cannibaliser notre prochain. Je vais grossir le trait et utiliser une image pour expliquer plus concrètement en quoi la réflexion elle-même est biaisée. Disons que vous avez une chaise dans votre appartement. Vous observez votre chaise et vous vous dites « cette chaise est faite de bois ». C'est vrai, vous avez raison. Puis vous vous dites que vous avez vu le film Avatar. Vous aimez bien ce film d'ailleurs, c'est une histoire intéressante et elle vous conforte dans votre vie de tous les jours. Et vous ne pouvez pas vous empêcher de remarquer que dans le film Avatar, il y a aussi du bois, des arbres. La conclusion logique, c'est donc que votre chaise a été faite sur Pandora, la planète du film Avatar. Intéressant, mais ce quoi votre ami, ou en tout cas moi, vous répondra « Écoute, je vois ton cheminement, je vois d'où tu viens et où tu vas, mais je ne comprends pas pourquoi tu as pensé à Avatar en premier. Quel est le lien entre ton observation et Avatar ?» La réponse est simple, il n'y en a aucun, mis à part que ça vous fait plaisir d'avoir une chaise alien. Si vous faites vos recherches sérieusement, cependant, en remontant dans l'histoire de cette chaise, de quelle entreprise l'a livrée à quel magasin, de quelle entreprise l'a avant ça même assemblée, et ainsi de suite, vous allez vous rendre compte qu'elle vient en réalité de Suède. Et vous allez vous rendre compte, par la même occasion, que les chaises ne poussent pas en Suède. Les arbres sont découpés par tel groupe de gens, le bois produit et taillé, sculpté par telle autre entreprise, et ainsi de suite. Chaque entreprise étant elle-même construite de plein d'autres étapes dans la chaîne de production, avec mille et une interactions avec tel et tel ouvrier ou telle et telle machine. C'est une suite, une interaction permanente de plusieurs facteurs presque impossibles à énumérer qui font de cette chaise ce qu'elle est. Et en vous asseyant tous les jours sur celle-ci, vous participez, avec l'air, les termites et tout ce que vous voulez, à la suite de cette transformation en tas de bois décomposé qui va continuer sa vie même après son passage à la décharge. La même logique s'applique à l'homme. Car même si l'homme n'est pas découpé en Suède pour faire des Ikea, il n'est pas imperméable à tous les facteurs, dont la société capitaliste et toutes ses implications tentaculaires en sont une partie écrasante, à la fois passée par l'éducation des parents, celle de l'école, de la télévision, de la moindre phrase qui se dit, de vos interactions avec tel ou tel gens et quelles réponses vous en avez eues en retour. On peut même dire qu'au contraire d'y être imperméable, nous nous bâtissons, nous nous assemblons individuellement et collectivement avec ces facteurs. Certains nous sommes très personnels, comme notre relation avec nos parents, frères, sœurs, amis et ainsi de suite. D'autres sont bien plus larges, comme notre culture, notre éducation, la manière dont nous sommes sociabilisés avec les autres avec un grand A, et certains sont absolument inévitables, comme les modes de production de notre société, le capitalisme, la manière dont notre société traite notre genre, notre ethnie, etc. C'est lorsqu'on s'intéresse à tout cela qu'on identifie à la fois les raisons de tous nos points communs et de toutes nos particularités individuelles et de groupe. La conclusion logique, c'est que l'homme, sa pensée ici, n'est pas inscrite génétiquement comme celle d'un monstre individualiste et meurtrier, mais dépend bien plus de son environnement et de son interaction avec celui-ci. Si la logique capitaliste est majoritaire, fondatrice pour tout le monde, c'est parce que nous vivons sous le capitalisme et qu'elle récompense cette logique. Tout comme la logique féodale était majoritaire à l'époque, c'est parce que les gens vivaient sous le féodalisme qui récompensait cette logique. Si nous nous intéressons à des sociétés qui ne sont pas capitalistes, difficiles à trouver de nos jours à cause d'un impérialisme, je l'avoue, comme par exemple certaines tribus qui vivent recluses, on découvre alors bien souvent des logiques profondément différentes, pas forcément meilleures ou pires d'ailleurs, mais qui remettent encore plus en question cette histoire de nature humaine que le nombre astronomique de gens qui rejettent le capitalisme, pourtant censé être l'incarnation la plus parfaite de notre individualisme antisocial, soi-disant inhérent à chacun d'entre nous. Je vais finir en reprenant la première véritable occurrence de la phrase « l'homme est un loup pour l'homme », dans sa version complète cette fois-ci. Pour celui qui ne le connaît pas, l'homme est un loup pour l'homme. Cette phrase, qui parle principalement de la peur de l'inconnu, décrit parfaitement, et de manière assez ironique vu qu'ils l'ont repris pour eux-mêmes, la logique dans laquelle se sont enfermés les prêcheurs de la nature humaine. Ils ne comprennent pas l'homme et les mécaniques qui le forment, et de ce fait, ils le craignent au point où la tentative de le comprendre en devient contre-intuitive. Bref, je vais vous laisser réfléchir à la question, je vous invite donc à partager la vidéo pour aider certains à y réfléchir avec vous, à liker et bien entendu à commenter un maximum, les débats et discussions qu'il y a dans la section com étant aussi importants, voire plus, que la vidéo elle-même.